Salut, camarades de la chose ludique, bienvenue dans ce C'est Dispo, l'émission qui vous présente les nouveaux jeux de société sortis sur le marché français ces derniers temps. Et la semaine dernière, il n'y a pas eu de C'est Dispo. Parce que le principe de l'émission, c'est qu'on vous dit qu'est-ce qui est dispo. La semaine dernière, il y avait un jeu de dispo. Et peut-être pas quoi faire une émission. Bon, des émissions pleines de vide pour ceux qui regardent C8, vous êtes habitués à regarder, mais nous, c'est un peu moins le cas. Donc on attendait d'avoir reçu des trucs. Boum, on en a reçu des montagnes entre-temps, youpi. Le premier truc qu'on a reçu, c'est de beaux tapis, avec un Z, comme Zacatrus, parce que c'est les Espagnols qui font ça. Des tapis qui font 89 cm par 143, c'est quand même vachement plus grand que tout ce qu'on pouvait avoir jusque-là. Alors, ils ne sont pas cousus sur les bords, ils n'ont pas forcément l'épaisseur des autres modèles qu'on peut avoir, tels que celui de la fresque du passe-temps, mais c'est grand et c'est pas cher. Ça vaut 37 €. C'est-à-dire que ça vaut le même prix que les trucs qui font 60 par 100. Mais là, vous avez 30 cm de plus dans la largeur et 40 cm de plus dans la longueur. Ça commence à faire. Il existe en rouge, il existe en noir, il existe en bleu, il existe en Living Forest. Alors, c'est pas exactement le même, c'est même pas les mêmes fabricants. Là, c'est Wogamat qui fait ça. Et niveau qualité, c'est un peu au-dessus. Mais du coup, ça coûte 35 €. C'est le tapis pour jouer à Living Forest et son extension Kodama. Avec tous les bons emplacements qui vont bien pour mettre les cartes de feu, les cartes de l'eau, la petite piste, elle est incorporée. Dedans la petite piste avec les éléments de vent dessus, le tout sur la qualité du beau néoprène. C'est suffisamment sobre pour que vous puissiez jouer à d'autres jeux avec. Et tant qu'on est à la rubrique accessoires, il y a un truc, c'est un peu chelou, je ne saurais pas vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais vous nous le direz, et si c'est une mauvaise idée, bah ça se vendra pas. C'est simple. C'est un appareil ludique, ils m'ont montré ça, je fais « Hein? Ouais !» Ça m'a l'air pas mal ça. C'est ce qu'ils appellent des Zakabox. Parce que tu sais, quand tu as un nom, bah, tu le déclines un peu. Regardez. D'ailleurs, je suis avec Baptiste, qui est là parce que Sébastien il est en vacances. Salut. Donc on en parlait avec Baptiste. Oui, juste moi, avant. je trouve ça cool. Et bien toi, tu trouves ça cool. Alors moi, Après, je trouve c'est ça. un peu full plastique. Hein, Et alors voilà, c'est ça. Il y avait Full Voilà. Metal Planet. Là, on est dans Full Metal Plastique. Full Plastic Planet. Regardez avec les écrits. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boîtes, tout connement, hein, c'est vraiment de la boîte normalement qu'on trouve un peu comme les inserts, les thermoformages qu'on trouve au fond des boîtes, dans lesquels vous allez pouvoir ranger des petits pions, des trucs comme ça, et surtout, vous allez dire, ben en fait, c'est pas forcément adapté à toutes les boîtes, mais regardez, vous mettez les choses à l'intérieur, et si tu veux par exemple ranger ta boîte de, j'en sais rien, de Happy City, même si dans Happy City il y a un rangement pour aller avec, et ben, tu prends des ciseaux, tu découpes, et tu prends uniquement ce dont tu as besoin. Tu veux ranger ton Orléans Invasion, tu te dis, ben là, je vais mettre le blé, le camembert, le vin, le fromage, le truc, les citoyens, j'ai besoin que d'eux, et tu mets dans ta boîte d'Orléans Invasion, et tu découpes. Tu découpes avec le couvercle avec, comme ça, en fait, tu as des petites boîtes fermées, c'est modulable, il t'en reste, modulaire, il t'en reste pour les autres boîtes que tu as chez toi, ça coûte 3,50 €. Vu qu'on vient de remettre la Légion d'honneur au PDG de Total, a priori, on approuve, on applaudit, hein. Ils ont un peu de plastique. Au-delà de oui, c'est tout plastique, bah ok, ça peut rendre service. Vous en ferez bien ce que vous voulez. Tiens, dans la rubrique c'est n'importe quoi et c'est dispo, voici Zynga. Ça flash bien. On est sur un loto mais beaucoup plus frénétique. Vous avez chacune devant vous une grille de loto avec des couleurs, vous avez vu, et des numéros. Attention, chacun en a une grille. Et c'est-à-dire que dans les couleurs, on n'a pas exactement le même numéro. C'est tout bête. Vous jetez les dés au centre de la table, vous jetez tout. Et il y a un petit côté Quicks, à savoir que vous allez devoir additionner 2 dés entre eux. Le dé blanc plus un autre. Si vous allez jouer à tréfuté, vous êtes habitué à faire ça avec le dé bleu. Vous allez dire, bah tiens, là j'ai 1 en blanc, bah si je prends le vert, ça fait 7. J'ai 1 en blanc, si je prends le 3 jaune, ça fait 4. Et si jamais, sur votre grille, il y a le 4 jaune, vous pourrez le cocher. Sauf que voilà, le premier. c'est pas n'importe qui va pouvoir cocher. Ouais. On jette les dés, vous trouvez un truc qui va bien, bim, j'ai le 4 jaune et je l'ai chez moi. Et vous venez le cocher. Et on rejette, et c'est le premier, hein, donc c'est vraiment un truc de rapidité et de furieux. Et on rejette tout, et bim, moi je peux faire le 7 rouge avec le 6 et le 1, allez hop, c'est parti. Et on rejette, faut être le premier à faire des lignes, des colonnes diagonales sur votre grille. C'est con comme la lune. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce qu'on passe un bon moment? Oui, mais faut être un peu ivre-mort. Et après, c'est un jeu de loto. Vous mettez un truc à gagner à la fin, un jambon, un bout d'orteil, ce que vous voulez, et vous êtes content. C'est Zynga, puis il y a une clochette. Du coup, vous allez jouer à ça, vous l'emmenez à un camping, c'est vraiment... Il faut que ça sorte l'été. Toutes les caravanes et les camping-cars à côté vont dire « Ça finit de nous faire chier avec votre clochette, vous avez vu l'heure ?» Voilà. Et c'est bien, c'est les prix vacances. C'est Zynga.
Donc on est dans les trucs qui finissent par un A. Voici un jeu vraiment dans le même esprit, dans le même type de boîte. Donc on est sur, après Arceis, dans la série de les jeux que je choisis d'avoir chez moi au lieu d'un meuble. Donc on est sur la Granja. Et niveau rejouabilité, vous choisirez d'avoir ça plutôt qu'un enfant. Parce qu'alors, la Granja, réédition d'un jeu de chez Pearl Games, sorti il y a... Tu étais là, 6, 7, 8 ans, comme ça. La Granja, je sais plus exactement, par là. Ouais, ça fait longtemps. Sorti par là. Alors, dans la Granja, bon, une fois que vous l'avez ouvert, il y a du contenu à l'intérieur et on est sur du jeu de gestion, mais vraiment un truc de j'ai des ressources, je les produis, je les vends, avec une particularité. Vous avez 4 livres de règles à l'intérieur. Le premier, le livre de règles. Le deuxième, le livret des modules. Parce que dans la Granja, à l'intérieur, il y a une douzaine de modules différents qui rendent le jeu plus interactif, plus profond. À chaque fois, c'est des auteurs différents qui ont bossé sur la Granja. Il y a Stéphane Feld qui a fait des modules et tout. Donc vraiment, c'est le all-stars du développement du jeu. Évidemment, il y a un mode solo. Et il y a le glossaire. Parce que voilà, qu'est-ce que c'est que la Granja? Pourquoi l'avoir refait? Pourquoi en avoir mis tant que ça à l'intérieur? Je vais vous la faire très courte parce que on va pas y passer, on pourrait y passer 20 minutes à vous expliquer ce qu'il y a dans le jeu. On va essayer de faire un peu dynamique. La Granja est un jeu dans lequel chaque joueur est à la tête d'une sorte d'hacienda, petite ferme. Il y a le nom de la ville et tout, c'est mignonné. Vous allez tenter de produire des ressources sur votre plateau et de venir les vendre au marché, ou alors d'approvisionner les charrettes que vous avez chez vous afin de faire des points. Le tout dans un jeu qui va durer 6 manches. Bien. Deux, trois principes assez astucieux. Le premier, c'est que vous allez jouer avec des cartes en main. Chacune des cartes, regardez-moi ce look qu'elle a très étrange. Je ne les ai pas décelées, mais vous voyez très vite, en fait, il y a des informations partout. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette carte? Parce que les cartes, comme dans la gloire de Rome, comme dans San Juan, je crois que, je vous en parle dans ce cas après, les cartes ont plein d'utilisations différentes. Cette carte, à votre tour, vous allez pouvoir en jouer une au début de la manche. Si vous la glissez sur le côté gauche de votre plateau, regardez. Clac, ça va venir ici. Ce sont des champs qui vont se mettre à produire des marchandises, à produire des ressources, très exactement. De l'olive, du blé, du raisin, que vous allez pouvoir après transformer en nourriture ou transformer en vin. Si vous le mettez du côté droite de votre plateau, ça va augmenter votre production de revenus et vous allez récupérer des ânes qui permettront de faire plus de ventes à la fin d'une manche. Si vous le mettez en haut de votre plateau, c'est une livraison que vous allez tenter d'effectuer. Si vous apportez toutes ces ressources, alors vous gagnerez une marchandise de votre choix et la possibilité de faire une charrette. Allez, je passe un peu les détails. Si vous le glissez en dessous, vous gagnez un pouvoir spécial. On l'a vu un peu dans Dorgé de blé. Vous allez avoir du coup une asymétrie que vous allez créer à vos cartes, mais par contre, vous renoncez à la charrette, au champ et à l'amélioration qu'il y a là. Des cartes en main, on fait des choix. Puis, il y a un pool de dés qui a été jeté au centre de la table, et on va chacun le tour choisir un dé. Quand je choisis un dé, je fais l'action qui va avec. Tiens, je prends du cochon. Tiens, j'ai le droit de jouer une carte ou d'en piocher une ou de prendre une ressource standard. Tiens, je peux prendre 2 ressources différentes. S'il y avait un 4, je vais prendre 4 pièces. Mais vous l'avez remarqué, à cette manche, il n'y a pas 4 pièces. Ce système de jeu, à la fin, il reste un dé. Il est repris dans notre jeu, je vous en parle juste après. Une fois qu'on a fait ça, vous allez commencer à produire vos ressources, aller les vendre au marché, essayer de remplir des ateliers qui sont ici, afin de récupérer des bonus qui permettront toujours de plus vous développer, de faire des ventes, de faire des siestes. Plus vous faites la sieste, plus vous avancez sur la piste pour être le premier joueur. Là où en fait on pourrait se dire, waouh, il y a plein d'éléments partout, c'est la force de à quel point un jeu est bien développé. Premièrement, c'est le mélange de plein de très bonnes idées qui étaient dans d'autres jeux. Et ils ont fait un truc assez malin, je crois que je l'ai au fond de la règle que j'ai laissé dans la boîte. Ils disent ceci, qui est pour moi d'une honnêteté intellectuelle et qui est plutôt chouette. À la fin de la règle, je l'ai vu où? Mot des auteurs. Ils expliquent à quel jeu ils ont emprunté ces mécanismes. Ils disent, parce qu'à la base, ça devait s'appeler Dice for the Galaxy. Bon, moi je vous passe les détails. Le jeu Dice for the Galaxy de Michael Keller a servi de base à la conception de la Granja. Après, on a pris le principe de dés d'un jeu qui s'appelle Ariba. C'est un vieux jeu de Kramer, je crois, si mes souvenirs sont bons. De Mathias Kramer avec un C. Après, les cartes qui ont plein d'effets différents partout. C'est évidemment la gloire de Rome de Karl Schudig. Et tous ces gens-là, ils ont dit, pouf, 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 on met tout ça ensemble. Vous pourrez vous dire, ça dégueule de règles de partout, ça va être l'enfer. Eh ben non, mais on n'est plus en 1980, mesdames et messieurs. À votre tour, vous n'avez pas une brouette de trucs à faire. Il y a une phase dans laquelle on produit, on pioche tous une carte, on prend tous nos revenus, on fait tout ça. Tout est séparé, découpé, pour que jamais ça ne soit gros, ça ne soit lourd.
c'est pas uniquement un pur jeu de développement. Vous avez ici, quand on va les venir vendre au marché, grosso modo, si les espaces sont trop remplis, les autres joueurs vont pouvoir dire je vais vendre ce truc quand même et je te dégage et je te fais part d'un peu de sous. Il y a une petite quand même compétition au sein de la table sur la manière de se produire. Et puis surtout après c'est l'asymétrie que vous allez vous créer sur vos plateaux en faisant des fermes différentes et en remplissant des ateliers. Vous allez récupérer des gros bonus qui vont vous donner des pouvoirs spéciaux un peu différents au fur et à mesure de la partie. C'est 6 tours. Une partie, attendez-vous que ça soit de l'ordre d'1h30. Et aucune partie ne va ressembler à l'autre. Parce qu'alors, autant vous dire que ça, ces cartes-là, ça vous donne des possibilités immenses. L'autre truc aussi, c'est que voilà, à chaque partie, vous allez pouvoir dire « si on joue avec ce module ou avec celui-là, la boîte, c'est pour ça qu'elle fait de 12 mètres cubes, là, que vous pourriez faire vivre un étudiant à Paris à l'intérieur. Vous avez tout plein de matériel à l'intérieur qui sert à tous ces modules-là, qui sont rangés à chaque fois dans des petites des AK-box exactement ciblés Lagrange. Donc c'est quelque chose, c'est 100 balles, c'est 100 euros, ouais. Bon, mais alors, paradoxalement, oui, c'est un budget, hein. Mais, à la vue du matériel et pour ce qu'est la Granja, hein, vous pouvez les fouiller sur internet, ça a plutôt sa renommée pour lui, c'est vraiment pas déconnant. Me demandez pas les modules, lesquels sont les meilleurs. Vous pouvez me demander, mais je pourrais pas vous répondre, c'est une vidéo. Eh ben, il y a de quoi faire à l'intérieur. Et moi, de mes souvenirs de la Granja, c'est vraiment quelque chose. Ça, moi, je suis un très grand fan de l'ensemble de l'œuvre de Karl Schüdig, notamment Innovation, qui est un jeu fabuleux. C'est très bien fait, c'est très bien repris, très bien de composer. Donc, grosse boîte, mais un truc facile à digérer. Comme un gros gâteau, mais quand même, à l'intérieur, on n'a pas trop mis de crème. Et c'est plutôt agréable. Vous vous posez sans doute une question. Pourquoi il y a Anne Roumanoff dans le fond? Bon, ça fait maintenant des semaines que vous voyez Anne Roumanoff dans le fond. Dimanche dernier, lundi dernier, mes parents qui sont venus manger à la maison, et ils m'ont posé la même question. Et j'ai pu leur montrer la vidéo dans laquelle il y a Anne Roumanoff dans le fond. Cette vidéo, elle sort le vendredi 28 juillet. Tu seras en vacances, toi? Ouais. Haha. Je la regarderai sûrement dans mon camping. Exactement, dans ton camping. Un jour à Zynga, évidemment. Ouh, il y a eu un crash. C'est un crash. Bon, ça a craché. Le vendredi 28 juillet, vous l'avez vu, on a sorti il n'y a pas longtemps une grande vidéo sur Expédition. Vous êtes nombreux à aller la voir, à la commenter. Franchement, ça fait grave plaisir de se dire on y a investi un temps fou, une énergie humaine folle, et à la fin, on a été compris. Il y a des tas de gens qui disaient je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais franchement, la vidéo, elle est cool. Ah, youpi, on a mérité le respect même des gens avec qui on n'est pas d'accord. Ce qui, dans ce petit milieu ludique, n'est pas toujours le cas. Le 28 juillet, nous serons en live sur Twitch, aux alentours de 20h. Un petit peu avant, un petit peu après. Parce qu'à 20h, nous diffuserons en première sur YouTube, en lancement, une vidéo d'un... je crois qu'on a commencé à l'écrire en juin dernier. Avril. Avril? Ouais. Oh la vache! Oui, c'était encore Jérém. Ah, ouais, c'est possible. Ouais. Il y avait encore Ludema à l'époque qui bossait avec nous. Cette vidéo, c'est un nouveau format de vidéo qu'on va faire épisodiquement. Je pense que, humainement, on ne va pas être capable d'en faire plus de 2 par an. Voilà, je voulais dire 3 déjà. Ouais, 3 déjà, je me mets en danger. 3 déjà, je commence à... Non, 3, c'est pas possible. 2 par an. Cette année, il y en aura 2. Le premier, il n'y en a rien, vidéo de 10-11 minutes, sort vendredi 28 juillet. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle « Pourquoi c'est culte ?» Et dans les « Pourquoi c'est culte », nous reviendrons sur l'histoire d'un jeu de société. Pas forcément, ce ne sera pas l'INA, du tout. L'idée, c'est de faire du joueur du grenier, mais version jeu de société. À savoir, tu prends un truc, tu prends un jeu qui, dans le monde du jeu, est considéré comme un truc culte, comme un classique. Et tu essayes d'en parler, d'expliquer ce que c'est, d'expliquer qu'est-ce que ça fout là, qu'est-ce que ça a de super percutant, mais de façon à ce que tes parents, tout le monde, personne, ton boulanger, tout le monde puisse regarder ça, se dire, vas-y, la vidéo, je passe un super moment à regarder ça, et le jeu, il a l'air cool, et en fait, les jeux de société, ça envoie un message de, putain, jouer à des jeux, ça envoie un peu du bois. Donc, le premier épisode de Pourquoi c'est culte sera dédié au charlatan de Belcastel. Un truc qu'a gagné le Kennerspiel, tout ça. Si vous n'y avez jamais joué, ce sera l'occasion de regarder cette vidéo. Si vous y avez joué, ce sera l'occasion de vous dire, mais est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on en dit dans cette vidéo? C'est 10-11 minutes. C'est pas des heures. On n'est pas assis derrière des tables, avec en fond sépia. C'est beaucoup plus que ça. Pourquoi c'est culte? C'est une énorme réalisation. C'est des effets spéciaux de fou furieux. Même moi, je regardais la vidéo, c'est comme dans Expédition. Je regardais la vidéo, je me dis, oh, waouh,
je suis dedans. C'est drôle, c'est con. Mais vous allez vous dire, oh les cons, ils ont vraiment fait ça. Mais même moi, je n'en reviens pas qu'on ait fait des trucs aussi fous. C'est le 28 juillet, c'est à 20h sur la chaîne YouTube. Et là où on a besoin de vous, c'est que on a mis un an de boulot là-dedans et c'est affreusement chronophage et ce qu'on veut. Cette vidéo, on aura besoin de vous pour la repartager, pour aller justement faire en sorte que votre petite nièce et votre boulangère elles puissent la voir, cette vidéo. Et comment marche YouTube? En fait, il propose des vidéos. Si vous cliquez, il va se dire, quelqu'un a cliqué? Je la propose à 3 autres personnes derrière. Plus vous cliquerez le jour même, plus YouTube va se dire, vas-y, je la montre à d'autres gens. C'est l'œuvre caritative de l'année. Allez voir la vidéo du passe-temps, allez voir pourquoi c'est culte, les charlatans de Belcastel, vendredi prochain à 20h. Vous aimerez peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que vous risquez d'avoir du mal à décrocher. C'est absolument ébouriffant. On sera en live sur Twitch. 30 minutes avant, avec Sébastien, j'espère qu'il sera là, parce qu'il est en vacances, je ne lui ai pas encore parlé, avec qui j'ai écrit la vidéo en avril dernier, qui ne l'a encore jamais vue, qui n'a rien vu de la vidéo, mais rien. Ça fait 1 an qu'on lui cache tout ce qu'on a fait sur cette vidéo. J'espère qu'il y aura Rémi avec moi. Rémi, c'est l'extraordinaire personne qui a réalisé la vidéo sur Expédition. C'est l'extraordinaire personne qui avait réalisé les Olympiades du passe-temps. C'est l'extraordinaire personne qui avait réalisé notre vidéo de meilleur jeu de 2022, qui a été supprimée de YouTube, on ne sait pas pourquoi, et qui a réalisé les Pourquoi c'est culte sur les charlatans de Belcastel. Et on pourra discuter en live de tout ça, du tiers comme du quart, comme le reste, et des prochains épisodes qui seront à venir. Et du coup, vous saurez pourquoi il y a Anne Roumanoff qui est accroché juste là. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir les 7 premières secondes, je crois, du Pourquoi c'est culte. Je crois que c'est 7 secondes. Et vous allez comprendre le niveau de connerie de ce que peut être cette chose. Restez bien jusqu'à la fin de ce dispo, vous scrollez pour aller voir jusque là. On raccroche les wagons, on reprend le fil du C dispo. Après vous avoir parlé de La Granja et de le projet Pourquoi c'est culte, on peut revenir très rapidement sur 2 choses. Le top des ventes de ces 15 derniers jours en 1, c'est Sink or Swim qui est de nouveau dispo en stock. J'ai encore fait une partie hier soir d'un des 3 derniers niveaux. Je pensais pas que c'était possible. C'est... les gens avec qui j'ai joué regardent encore certainement cette vidéo, j'espère, je les embrasse. Et c'était tellement magique. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons les gens qui ont fait ce jeu. Oh là 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 là. Meilleur twist, meilleure mission, c'est fabuleux. Jouer à Sink or Swim, moi ça me remplit de bonheur. Deuxième évidemment Expédition. Vous voyez comme quoi ça se talonne. Focus qui n'a pas quitté le top des ventes depuis sa sortie à l'alchimie du jeu. Trio qui n'a pas quitté le top des ventes. Et en dernier, le petit unlock Schrödinger Aventure. C'est toi qui l'as sur toi Baptiste Ou pas sur moi, mais oui c'est moi qui l'ai. Tu pars en vacances avec. Oui. Voilà. Avec qui pars-tu en vacances, Baptiste? Avec le chat de Schrödinger. Super, quelles belles vacances, Baptiste. Cette semaine est essentiellement consacrée à des jeux solo. C'est la semaine des jeux solo. Il en sort plein. Regardez, La Granja, il y a un mode solo, par David Turchi et par ses potes. Un des spécialistes des jeux solo. Donc, ceux qui resteront jusqu'à la fin, ceux qui vont s'intéresser à cette catégorie de jeux-là. Très rapidement, Modi, c'est de nouveau de retour en stock. Tour Romano Boom, l'édition bleue. Si vous n'avez pas joué à Tour Romano Boom, vous pouvez commencer directement par le bleu. Vous aurez des personnages que vous n'aurez pas dans le rouge. Si vous avez les deux, vous pouvez tout mélanger, vous aurez tout plein de personnages en plus. Et ce qui est très pénible, c'est que moi j'ai l'édition américaine dans laquelle il y a les 2 boîtes d'un coup, qui est américaine. Et je ne sais pas, j'arrive pas à avoir la liste entière des personnages qu'ils ont mis là-dedans. J'espère juste qu'ils ont mis l'espion. Ah, mais ça c'est fou, c'est le personnage, avec Roméo et Juliette, c'est les personnages majeurs du jeu. C'est un jeu avec des rôles secrets dans lequel vous jouez à 2 pièces différentes de la maison. Une vidéo dans laquelle ils jouent dans mon appart, c'est marrant. Cette semaine, il y a encore des petits ados qui se sont dit « Oh, on vient vous l'acheter ?» Je fais « T'as déjà joué ?»« Non, on a vu une vidéo sur YouTube. » Il me regarde, fait « C'était vous ?» Ouais, c'était moi. C'était très, très... Ça fait très bien la voix du petit ado. Mais oui, c'est un métier, monsieur. C'est un jeu dans lequel on a des rôles secrets, on peut se les montrer. Et on dit « Je suis dans telle équipe » et on met sa main pour juste montrer l'équipe, mais pas le rôle. Il y a des personnages dans Tour Boom, ils vous montrent, fait « Regarde, moi... je suis dans l'équipe jaune, alors quand tu soulèves en haut, c'est rouge. Et tu montres aux gens, je suis jaune et tout, vas-y, fais-moi confiance. Et en fait, t'es un traître. Ça, c'est des personnages trop rigolos dans Tour de Boom. Mais moi, j'aime beaucoup aussi le sniper et la cible. Ah oui. Il y a le sniper, la cible et le demi. Je sais plus comment il s'appelle. Un demi. Mais c'est pas ça s'écrit pas pareil. C'est le sniper, à la fin, il doit dire, je tire une balle sur lui. Et il faut qu'il trouve la cible. Oui, c'est ça. Et il y en a un, il faut qu'il se fasse avoir.
Tue-moi, moi. Donc c'est très con, mais ça me fait rigoler. Et vous êtes dans 2 pièces de la maison, c'est fou. C'est la version bleue qui vient de sortir, toujours chez Yellow. Le bandit de Fortune City et retour à la cabane abandonnée, de nouveaux exits. Celui-ci a la particularité d'être la suite de l'aventure 1 du tout premier exit, la cabane abandonnée, avec à l'intérieur, cette fois-ci, vous aurez un petit diorama. Il y a la petite cabane en 3D qui apparaît au fur et à mesure des aventures. Des niveaux confirmés. Donc, c'est vraiment à faire. Si vous avez fait le premier, il y aura un petit côté revival de la chose. Des nouveaux exits. Toujours chez Yellow. Hop, regardez. À côté de la Granja, 2 petits puzzles. Hop là, venez voir. Je vous dis venez voir, mais je ne vous vois pas Baptiste. Cette fois-ci, ce ne sont pas des puzzles de 1000 pièces, ce sont des puzzles de 500 pièces, qui composent des petits chemins, des labyrinthes. Une fois que vous avez fait votre puzzle de 500 pièces, 27 cartes, 25 cartes, en les posant astucieusement à l'intérieur sur votre puzzle que vous avez réalisé, vous allez débloquer des petites énigmes, des chemins, et un peu une aventure un peu à la Monument Valley. Je sais pas si tu vois ce petit jeu. Grave, j'adore. Et ben voilà, il y a ça, mais en puzzle. Tu fais ton puzzle et après, hop, t'as débloqué un jeu. Et les illustrations sont toujours trop cool, ça coûte 17,50 €. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ça après, je vais vous en parler après. Voilà, alors je vous ai dit, cette semaine ça défile. Alors, parce que c'est l'été, et qu'il sort des choses peut-être un peu moins majeures pendant l'été. Par contre, à la rentrée, on a joué à ces trucs, on est là genre « Ouais, j'en veux des centaines, livrez-moi des camions !» On en reparle à la rentrée. Les Seigneurs des Anneaux, le chasse-rêve, c'est les nouvelles extensions dans lesquelles cette fois-ci vous partez du côté des elfes, quand ils partent sur leur île et qu'ils vont un peu mourir alors qu'ils meurent jamais. Et ben c'est ça, c'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur. La communauté de l'anneau, la réimpression de la campagne, le cercle brisé, et de nouveau est dispo dans le paquet de campagne. Sachant que, regardez, il nous restait des anciennes campagnes. Alors on a fait des packs dans lesquels vous avez la saga et tous les trucs. Je crois que ça fait 20 € de moins que si vous achetez tout indépendamment. Et bien sur le site internet, dans le site dispo, il y a toujours le lien, vous pouvez commander tout d'un coup. Et je pense que ça revient même moins cher que d'acheter tout ça. Allez voir, faites vos petits comparatifs ensemble. Sur le site du Passe-Temps, on a changé de serveur informatique ce matin. Vous vous en fichez sans doute, mais c'était beaucoup de soucis techniques, mais c'est un petit peu plus fluide. Au lieu d'attendre 1,5 secondes de chargement de page, vous attendrez 1 seconde 15. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour gagner un tout petit peu de temps? Ça, je vous en parle après. Une extension pour Northgard, avec de nouveaux personnages, et surtout, ça va rajouter de la symétrie. Vous allez avoir un petit plateau personnel qui va se mélanger à votre peuple, aux ours, aux corbeaux, ça que vous pouvez incarner, pour rajouter encore plus d'asymétrie entre les peuples. Et alors, vous avez 8 figurines qui sont pleines de personnalité. Plutôt que toutes ces figurines impersonnelles qui manquent d'âme et de charme, là vraiment on vous vend de la personnalité avec. Et ça n'a pas de prix. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Des petites cartes, le deck de cartes pour Colossal, le petit jeu de rôle qui joue en solo. Eh ben, il y a un petit deck de cartes qui va avec. On a les correctifs pour Earth. 2 figures, pour pas la même personne. Sinon, 2 figures, ça ne marche pas. Ou alors vous appelez Janus. Et là, c'est un vieux nom dégueulasse. Vous l'avez acheté en boutique. Allez voir la boutique. Vous l'avez acheté sur Internet. Allez voir le Kiduck. Voilà. Vous l'avez acheté, Vous l'avez acheté en vide-grenier. Je sais pas. Et voilà, une nouvelle campagne pour HeroQuest, 10 nouvelles aventures, 29 nouvelles figurines, 50 nouvelles cartes de quête. C'est la première fois que du nouveau contenu est publié pour HeroQuest. C'est un contenu spécial 2023. Ce n'est pas une repompe des années 80. On repart sur quelque chose de neuf et de nouveau. Avant de nous parler des trucs qui sont là, le banger de la semaine, le jeu qui vraiment on se dit vas-y, ça. Bon, on a commencé par la Granja, le deuxième, sur lequel je peux vous dire vas-y, ça quand même, c'est quelque chose. Vous n'en avez pas entendu parler. Ou même un jour, on a reçu un mail pour dire coucou, c'est dispo. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? On n'a jamais entendu parler avant. Comment vous pouvez sortir des jeux alors que ça fait 6 mois que la Terre entière attend les aventuriers du Ray Legacy, que tout est annoncé, surannoncé avant? Là, voici un mail pour dire que ça existe. On fait nous, on est des aventuriers du jeu. On en prend. On voit ce que c'est. On fait, c'est pas mal. C'est l'île des trains. Tu te rappelles, avant le début de la vidéo, Baptiste, j'ai dit, vas-y, je vais regarder combien ça coûte. Oui. Et je l'ai pas fait. Alors, je crois que ça coûte 20 €. Oui, j'aurais dit 20-25. Ah bah voilà, c'est le juste prix. Ouais. Voilà. Si vous voulez payer le 20, tapez Simon. Si vous voulez payer 25, tapez Baptiste. Voilà. Un jeu de l'île des trains. Alors c'est Bad Boom Games qui fait ça en France, mais sinon c'est un éditeur anglais qui s'appelle le logo est pas lisible, il faudra leur dire. Bien, des boîtes sont numérotées parce qu'en France, alors je sais pas comment ils ont réussi à numéroter ça, je crois que le tirage en France est 800 boîtes. Donc vraiment là on est sur tu vois, c'est un peu le 800 boîtes, mais c'est à 1013 là. Oui, et ben je sais pas.
je sais pas pourquoi, on m'a dit, oui, j'ai appelé les gens, je me dis, mais comment vous sortez des jeux, on sait pas ce que c'est. Il y en a que 800. Il y a 600 magasins de jeux en France, autant vous dire que... Mais on trouve ça intéressant. C'est pas forcément la quantité qui fait la qualité. On avait tourné un épisode de Camarade qui a planté, qu'on a acheté, dans lequel on parlait de quantité, de qualité, tout ça. On l'a pas acheté, on va le retourner. On va le refaire. L'île des trains, qu'est-ce que c'est? Figurez-vous, ça se passe Sirénie, il y a des trains. Au moins, ça pour ça, ils sont bons. Vous avez devant vous une locomotive au début du jeu. Vous allez chercher à poser des wagons à l'intérieur, mais pas que des wagons, également des chargements de matériaux, du charbon, tout ça, dans le but d'arriver à livrer des villes et à livrer des passagers aussi, au passage. Donc, on est sur un petit jeu avec des cartes en main, dans lequel vous aurez des actions comme je prends des cartes dans la rivière, vous avez 2 actions à votre tour, hein. Rivière qui va être complétée. Je pose des wagons à la queue chez moi. Faut faire gaffe à un truc, hein. Votre Micheline, elle peut tracter jusqu'à 4 petits wagonnets. Et puis chacun des wagons, il a un poids. Genre lui, il use 2. Ah, d'accord, ouais. Vos wagons, après, vous allez pouvoir également les améliorer. Dans les cartes que vous allez piocher et jouer, vous allez également tomber sur des bâtiments qui vont vous donner des petits pouvoirs spéciaux, tout ça au fur et à mesure. Et également, vous aurez la possibilité d'aller piocher des nouvelles cartes, certes, mais des passagers. Parce qu'à un moment, vous allez vous dire, mais moi, je vais livrer, je vais acheminer. Si vous livrez les ressources que vous avez récupérées d'une ville, vous allez pouvoir prendre vos ressources, les glisser sous vos wagons, et hop, vous emparer des lieux qui vont bien, des îles, et devenir les maîtres. Quand vous récupérez une île, vous venez la mettre chez vous. C'est votre île, désormais, elle vous appartient. Et vous aurez alors accès à la livraison secondaire, qui sont ici, qui sont un petit peu plus chères, mais qui rapportent encore plus de points. Et puis celle-là, elle vous appartient. Le truc, c'est que les ressources que vous allez livrer, il faut les mettre dans des wagons. Alors, soit vous pouvez les mettre dans les vôtres, genre, ok, eux, ils voulaient des caisses. Ah, tiens, moi, j'ai des wagons dans lesquels je peux mettre des caisses. Bon, très bien. Et après, vous dites, regardez, j'ai ce qu'il faut, je peux prendre l'île. Vous pouvez les mettre dans les wagons des autres. Alors, ça a un intérêt, parce que vous gagnez les bonus qui sont dessus. Mais après, eux, ils peuvent s'en servir pour livrer aussi avec. Yeah! Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux prendre le bonus? Est-ce que je veux vraiment livrer avec? Il y a ces petits dilemmes-là. À vous d'allonger tous vos petits wagons, de livrer les gens. Quand vous livrez des gens, et vous regardez, il y a des villes avec des couleurs. Quand vous piochez des passagers, vous ne savez pas qui va monter dans votre train. C'est un monsieur orange que j'ai chopé. Je vais pouvoir aller sans doute le livrer à Camp Eagle. Et quand je le pose, je gagne des points, je gagne des cartes. Par contre, la case, elle est occupée. Les autres ne peuvent plus y aller. 2 petites actions par tour. On est sur un petit jeu de développement. Je pioche, je livre. Et il faut que j'arrive à marquer de points un certain nombre de tours. Là encore, alors les règles, vraiment, on est du niveau des bâtisseurs, quoi. Ça, c'est les règles. C'est très simple à jouer et à comprendre. Et on va retrouver encore un mode solo. C'est la semaine du mode solo. Et dans le mode solo, il n'y a pas de « si vous avez fait tel score ». Non, non. Si tu n'as pas fait 60, tu as perdu. Et on va te dire « mais en plus, tu dois faire ceci ou cela ». Si tu n'as pas fait tant, si tu n'as pas fait ça, et des fois, tu as des petits pouvoirs spéciaux. Dire « voilà, tu as le droit de faire ça maintenant, ça contrevient aux règles ». Donc, c'est une façon assez intelligente d'apporter du challenge. Après, évidemment, un petit glossaire sur tous les bâtiments que vous pouvez construire, des explications, tous les différents types de véhicules que vous allez pouvoir poser, les améliorations. C'est vraiment les bâtisseurs version train. C'est pas cher, c'est solo. On sent que, à mon avis, à 2 ou 3, c'est plutôt fait pour, parce que tu sais ce que font les autres, quels sont leurs petits icônes, parce que les petits icônes, il faut aller les lire un petit peu, tout ça. Hein. Quand t'es 4, lire les icônes de tout le monde, est-ce que j'ai chargé, c'est peut-être, à mon avis, un peu plus galère. Mais au moins à 2, tu as une bonne visibilité sur ce qu'il faut faire. C'est pas cher. Et bien écoute, on en parlait juste avec Baptiste, dire mais franchement, des fois, on référence des trucs, on n'y croit pas une seule seconde. On se dit mais pourquoi on commande ça? Pourquoi on commande ça? Et on se dit mais si on le fait pas, on ne sait pas que c'est bien l'île des trains. On dirait l'information, elle vient pas toujours à nous. On paye pour l'avoir l'information, on va acheter les jeux pour les ouvrir, les regarder, tout ça. Et du coup, on n'aurait jamais su que l'île des trains c'était bien si on l'avait pas commandé. Parce qu'on se dit, bon, on fait l'impasse, on référence pas tout, comme on nous dit souvent. Et ça, Gap, il sort en France, regardez, chez Yellow, regardez, Yellow. Et moi, je l'avais récupéré aux États-Unis. Gap, quand j'étais allé, j'avais pris une boîte de Gap. Parce que c'est très joli, Gap. Regardez, il y a des cartes un peu shiny. On est sur du jeu de cartes, qui joue de 2 à 6. C'est pas ma configuration préférée. À partir de 7 ans, c'est pas ma configuration préférée. Et 10 minutes. Ça, c'est bien, 10 minutes. On a des cartes en main, et notre but, c'est de... Alors, on est dans Coloretto et compagnie. Hein. Vous essayez de récupérer des cartes sur de la table, et à la fin du jeu, on va regarder les couleurs. Vous avez récupéré votre couleur que vous avez pu récupérer, c'est le bleu. Vous en avez 7. Ouais, vous faites 7 points. Vous avez une égalité, vous avez récupéré 8 rouges et 8 jaunes. Vous avez 16 points. Tout ce que vous avez récupéré le plus, vous le marquez. Donc, il faut récupérer
un gros tas, plusieurs fois un gros tas. Tu vois, tu comprends? C'est clair ce que je dis? Oui, oui, plusieurs Bon. fois un gros tas. Oh, ok, plusieurs fois un gros tas. Par contre, vous allez perdre votre plus petit tas. Donc il vaut mieux vous concentrer sur certaines choses Coloretto. plutôt que d'autres. Coloretto, on est là-dedans. À chaque tour, en fait, vous allez jouer une carte. Alors, attention, accrochez-vous. Hein. Vous êtes déjà intelligent pour sauvegarder ses dispos. Mais là, on va vous demander de réfléchir. Vous jouez un 9, vous prenez un 9. Bon, par contre, pas de bol, vous avez deux couleurs chez vous. Bon, vous pouvez également, quand vous jouez un numéro, prendre les numéros d'à côté. Alors, les numéros d'à côté du 1, c'est le 0 ou le 2. J'ai mis un 1, je peux prendre également le 0. Je mets le 1 chez moi et le 0. Et puis, des fois, vous avez plus que ça dans la main, vous avez un 3, par exemple. Il n'y a rien qui va, ben, vous laissez le 3. Vous avez passé un tour à rien faire. Vous avez un 1, il n'y a rien qui va à côté, vous laissez le 1. Il y a toujours 4 cartes au centre de la table. Généralement, mais quand même pas toujours, vous avez un peu le choix. Et vous récupérez vos cartes devant vous, et vous regardez, mon plus grand c'est ça, mon plus petit c'est ça, voilà, j'ai mon score. Alors, dans la vidéo d'expédition, je parle souvent un peu des jeux qui font vibrer, où il y a un peu de tension, où il se crée quelque chose dans le jeu. Bon, si vous n'avez pas aimé Expédition, jouez à Gap. Vous aurez une sensation de jeu tout à fait différente. Et le côté un peu furieux, vivant, vibrant qu'on peut avoir dans Expédition, avec un jeu très chaotique, certainement, avec des longueurs à la fin, ben là, vous avez un jeu qui se joue en 10 minutes, dans lequel vous ne serez pas bousculé. C'est sûr, ça va bien se passer. Et les cartes sont shiny. Ce qui est la chose que je préfère dans Gap, un jeu que j'ai chez moi. Vraiment, si vous voulez me cambrioler, c'est quand vous voulez. Bien. Nous, autre petit jeu de cartes qui sort cette semaine, mais ça, j'ai fait exprès de le commander, parce que j'ai une pote, j'ai son mari qui est passé aujourd'hui, j'ai oublié de lui donner, elle est fan de poules. Baptiste, est-ce que tu es fan d'un truc dans la vie? Non, pas trop. Bon, si tu n'étais pas le bon candidat pour cette question. Moi, tu vois, je suis fan de Björk, tu sens un jeu sur Björk, Oui. j'achète, tu vois, Voilà. ou de... Non, je suis fan de rien en vrai. Oh là là. Non, mais je comprends les gens qui sont fans. Et moi, j'aime plein de trucs et non, il n'y a rien que je mets au-dessus. S'il y avait un jeu avec ta maman, tu achèterais un jeu où il y aurait ta maman? Ça serait bizarre. Ah oui, ça serait un peu bizarre. Mais oui. Eh ben, ma pote, elle aime les poules. Donc moi, j'ai vu Hans. Alors normalement, un être un peu normalement constitué ne se dit pas « Cool, je vais y aller », tu vois. « Oh ouais, Hans, génial, regardez ça, je le veux. » Quelqu'un de... dire quoi, Hans? Ça doit vouloir dire « Ne m'achetez pas, mais je pense pas. » Tu vois, quelqu'un de normal va se dire non, je vais pas acheter un jeu coopératif sur la natation synchronisée. Oui, bah, bon, oui. à croire que il se passe des trucs. Dans Hans, c'est un peu, tu vois, dans la vidéo des meilleurs jeux qu'on a sortis cette semaine, Christy parle d'écosystème. Un jeu dans lequel tu poses des cartes devant toi et tu te fais ton petit monde d'écosystème, tu vois. Et bien là, c'est l'écosystème forêt des poules. Tu vas jouer des variétés de poules chez toi, dans ton ski-jeu de 4x3, tu te fais une petite basse-cour. Donc tu as 4 cartes en main, et à chaque tour, tu vas en jouer une et en défausser une de poule. La carte que tu as défaussée, les autres peuvent la prendre. Vraiment, ski-jeu, quoi. Les poules, elles ont des couleurs et des numéros, des familles, des types de poules, des trucs. Elles ont des œufs également dessus. Hashtag Wingspan. Et chaque fois que tu as posé une poule, mais la poule d'à côté, il faut qu'elle soit de la même espèce, ou qu'elle soit d'un numéro approchant à plus ou moins 1. Et tu essayes de faire ton carré de 4x3 avec tes poules. Tu as des points si tu mets un grand groupe de poules du même type ensemble, tu vois, un troupeau de poules, ce qu'on appelle un trou-poule dans le jargon. Ça doit devoir dire trou-poule, je pense, Hans. Et tu as également un point pour ton deuxième plus grand groupe, tu as un petit jeton à poser dessus. Au début de la partie, comme dans Isle of Skye, comme dans Cartographers, on a tiré une carte qui veut dire les points, on les marquera pour le nombre de groupes différents qu'on a fait. Tu as des petites contraintes différentes, mais tu as également un truc qui te fait perdre des points. Ah ok, on marquera des points pour le nombre de poules différentes qu'on a fait. Par contre, on perd des points pour chaque poule qui vaut 1 ou 2, ou pour chaque poule qui n'a pas d'œuf. Et donc, tu pioches, tu joues, tu fais ton tableau et tu fais ta collecte de poules. C'est Hans. Et bien ça n'a pas l'air déconnant du tout. De toute façon, je vous dirai, on se voit la semaine prochaine, on se voit samedi prochain. Donc, j'offrirai Hans. Un 4 joueurs, il y a un mode solo, c'est la semaine du mode solo. Et voilà. On demande... Alors, mode solo, Skytier Horde. Et ça, typiquement, ça a l'air pas mal. J'en ai vraiment pas commandé assez, ça va pas du tout. Mais ça a l'air bien. Mais je savais pas ce que c'était. Un Tower Defense? Mais oui, c'est un Tower Defense, c'est Magic le Tower Defense. Ok. Tu joues en solo ou à 2, en coopération, Ok. ou à 3. Mais à 3, tu as quelqu'un qui fait le méchant, Ok. et qui va jouer contre les autres pour les faire perdre. C'est vraiment un Tower Defense. Alors, tu as une sorte de rivière, tu as les ennemis
qui vont apparaître, qui vont avancer. Et après, tu as les monstres que tu vas mettre en face et qui vont t'attaquer dans l'espoir de les dégommer. Tu te rappelles de Boss Monster? Ouais. Eh ben, t'es vraiment dans Boss Monster. Ok. Mais avec des effets un peu à la Magic. Tu gères un peu du mana, t'as les alliés, t'as des effets, tu rends vulnérable, tout ça au fur et à mesure. Bah du coup, un ou deux joueurs, Tower Defense, pour ceux qui ne voient pas, c'est tout ce qui va être Plants versus Zombies et compagnie, dans un univers un peu League of Legends magique, bah moi je dis banco, pour le coup. J'ai un peu parcouru la règle, attendez-vous à ce côté magique, il y a du texte. Si vous avez joué à Mindbug, attendez-vous à quelque chose d'un niveau un peu supérieur. On est plus comme dans quelque chose de l'esprit de Summoner Wars, par exemple, pour ceux qui ont joué. Des cartes avec un petit peu d'effet à l'intérieur. Et puis, il va falloir coordonner avec l'autre. Les types d'ennemis, des fois, il y en a qui prennent 2 cases d'un coup. Et selon les types de decks que vous jouez, parce que vous avez des decks jaunes, bleus, rouges, verts, bah, il y en a qui seront plus vraiment des défenseurs qui vont empêcher des ennemis de vous défoncer et d'arriver à avancer. Il y en a qui vont lancer des sorts, il y en a qui vont plus aider les autres, vous faire avoir un pool de main énorme. Donc, en fonction des decks que vous incarnez, vous n'aurez pas les mêmes capacités. Et à vous de voir après, si vous préférez jouer en solo ou à 2 ou à 3, vous pouvez inviter un pote qui va se faire un malin plaisir de jouer le méchant. Voilà. On pourrait continuer avec les joueurs à jouer en solo. Donc, regardez, il y a tout un rayon du magasin, on a mis les jeux de cartes coopératifs et les jeux solo. Et donc, on trouve la collection de chez Editor B, l'Univers, Onirim, Stellarion, Nautidion, Aérion, Castellion et Sylvion. Et quoi de mieux pour rimer avec tous ces mots en ion que, je te le donne en mille Baptiste, Scoventir. Voilà, Riri, Fifi et Bernard. C'est islandais? Non, c'est danois. Ah, pas loin. C'est danois. Et alors, ce qui est marrant, c'est que bon, ça se base sur un conte danois avec Gal, Eric. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la règle que j'ai posée je sais pas où, donc évidemment, il y a des tas d'éléments qui reprennent. Elle est là, la règle. Il y a des tas de choses à l'intérieur qui reprennent ce conte danois dans lequel un blaireau, rigoureusement, un blaireau qui s'appelle Vogter. Vogter. Ouais, il s'appelle Vogter. V-O-G-T-E-R. Wow. Vogter. Ah oui, pas mal, Vogter. Il avait également vociféré en 8 lettres. Mais en fait, c'est un jeu de course-poursuite. Tu vas avoir Eric qui va te courir après et qui va essayer au passage de dégommer les arbres. S'il dégomme les arbres, il va finir par les enlever. Et donc, on sent que la course-poursuite va être un peu plus tendue, si tu veux. Et toi, il faut que tu arrives à survivre et à te barrer. Tout ça, ça joue avec un petit système de cartes avec des alliés que tu peux jouer pour leurs effets, que tu peux écarter de ta main pour déclencher des effets supérieurs. Tu as des vilains qui arrivent sur le bord du jeu pour essayer de te dégommer. Et à chaque tour, tu as 4 actions à pouvoir jouer avec toutes les différentes cartes qui sont là. On est sur un jeu de gestion de main, lesquels je garde, lesquels je défausse, lesquels j'applique dans tous les héros et les vilains qui vont débarquer au milieu, avec ce sentiment de course-poursuite, sachant que lui, il va avancer au fur et à mesure des cartes. Il y a même des cartes qui vont le retarder et le faire reculer. Par contre, s'il recule trop, qu'il vous tombe dessus, vous êtes chopé aussi. Donc, il faut gérer aussi le tempo de l'avancée de ce mec-là. Et à la fin, donc, comme dans tous ces jeux-là, les jeux initiaux sont relativement simples en règle. Et à chaque fois, vous avez des petits modules pour venir implémenter la difficulté et vous dire, c'est bon, je le maîtrise, je peux me rajouter un peu plus dans la figure. Et vous allez rajouter des nouvelles cartes, des nouvelles possibilités d'action. Sachant qu'à la fin, si vous voulez apprendre le danois, vous avez la liste des prononciations, tu sais, en version, en version débilote, quoi. Lindorn, Lindorm, voilà. Et tu peux dire comme ça. Voilà. J'ai passé toutes mes vacances en Islande à dire à mes parents, on va au Thingvellir. Sauf que ça s'écrit Pingvellir. Et il n'y a pas une fois où il m'a dit qu'on ah, c'était bien, le Pingvellir. Non. Le Thingvellir, bon, c'est terrible. Donc je vais leur offrir Scoventir, comme ça on pourra aller au Danemark et ils maîtriseront le danois. Alors là, on est sur un jeu solo danois, mais qui est arrivé la semaine dernière, mais plutôt cette semaine, Legacy of You. C'était très attendu, Legacy of You. Regardez, il est là. Legacy of You. Je pense que le plus simple, Baptiste, serait que tu viennes de ce côté-là. Sinon, tu vas avoir tout Legacy of You à l'envers. Alors, j'arrive. Les plus attentifs, les plus connoisseurs d'entre vous auront remarqué que c'est un jeu de la gamme des jeux de Shem Phillips. Shem Phillips, c'est quelqu'un dans le monde du jeu qui est connu pour avoir fait un tout premier jeu qui s'appelait les Pillards de la mer du Nord. Un petit jeu de poste d'ouvrier trop cool dans une box hyper ramassée avec aucun vide, de matériel exceptionnel et des illustrations qui envoient un peu du pâté, les illustrations de The Miko. Après quoi, il a fait tout plein d'autres jeux dans la gamme de la mer du Nord. Après, il a fait ceux du Sud,
Non, oui, c'est du sud, les architectes, tout ça. L'Ouest. De l'ouest. Et après, il vient de commencer la saga du sud. À chaque fois, des jeux différents qui reprennent des principes de pose d'ouvrier. C'est assez malin de faire ça, une espèce de sorte de trilogie dans laquelle il y a toujours des sagas, dans lesquelles on peut mélanger les jeux entre eux à la fin quand on a différents volets de ces jeux-là. Cette fois-ci, c'est le deuxième de cette saga-là. Je ne sais pas si on peut vraiment en parler comme ça. Celui qui était sorti avant, c'est le Mur d'Adrien, qui était un jeu à cocher qui se jouait tout seul ou à deux. Vraiment, le cœur du jeu, c'était vraiment d'y jouer tout seul, au Mur d'Adrien, avec des cases à cocher, plein d'axes différents, et un jeu qui, à chaque partie, vous forçait à penser le jeu autrement et à jouer différemment des parties d'avant. Dans Legacy of You, vous retrouvez à l'intérieur une campagne qui, au maximum, fera 13 parties. Parce que, si vous gagnez 7 parties, vous avez terminé la campagne. Si vous perdez 7 parties, vous avez également terminé la campagne. Donc au mieux, vous en ferez 13, des parties. Le but de toutes ces parties n'est pas forcément de vous apprendre, de vous faire redécouvrir le jeu sous de nouvelles facettes. Ça va clairement augmenter la difficulté, vous rajouter des petites notions. On n'est plus sur un jeu de j'y rejoue et j'optimise. Et je suis de meilleur en meilleur. Et on ne cherche pas à faire donner au jeu des colorations forcément très différentes à chaque fois. C'est un jeu dans lequel vous allez essayer de construire un canal. On aurait pu faire un jeu sur la Garonne avec tout ceci. À chaque fois, à savoir que si vous avez réussi à tout construire, vous avez gagné. Mais des barbares vont arriver du paquet au fur et à mesure pour venir vous pourrir un peu la vie. C'est un petit système où vous avez à chaque tour des revenus. C'est ce qu'on voit sur les symboles. Ça, c'est les revenus que vous allez pouvoir gagner. Vous allez piocher des ouvriers, des cartes, gagner quelques ressources. Vous allez pouvoir décider de construire des bâtiments qui vont augmenter votre production de revenus et d'ouvriers. Vous allez pouvoir venir vous poser sur des cases qui vont transformer la couleur de vos ouvriers, construire votre village. Ouais, tu as un village dans lequel hop, tu produis l'ouvrier de ton choix à chaque fois que tu t'y poses, à chaque tour. Donc on est clairement sur du jeu d'optimisation, de gestion de ressources, de gestion de postes d'ouvriers, dans lequel à chaque fois que tu payes les bonnes ressources, tu avances et hop, tu commences à construire le canal. Tu vas également pouvoir venir recruter avec tes marchands, avec tes différentes ressources, des nouveaux personnages qui vont venir implémenter ton deck, implémenter tes revenus. Et tes cartes que tu peux jouer, il y a des ressources dessus. Tu peux les jouer, les prendre. Mais tu dis, mais attends, il y a une ressource en rouge là, qu'est-ce que c'est? Tu peux l'avoir, hein. Mais pour ça, il faut que tu dégages cette carte de ton deck pour tout le restant de la partie. Mais en fait, j'avais bien envie qu'il revienne, lui. Vous faire des choix. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous faites dégager? Vous ne pourrez pas tout avoir. Et puis surtout, il y a une vague qui vous court après. Et si elle vous rattrape, ce sera encore une raison de plus pour perdre, parce que votre bateau aura échoué. Il y a un truc assez malin. Eux, il va falloir leur casser la figure, tout ça, et cramer tous les ouvriers qui sont demandés dessus pour leur casser la figure. Autant vous dire que ça vous coûte un bras, et s'il y en a trop, c'est perdu. Qu'est-ce que vous gagnez? Tiens, j'ai gagné, alors des fois c'est des ressources, des trucs comme ça, mais ici, j'ai gagné le droit de lire un chapitre. Et du coup, je vais redécouvrir un peu l'histoire que va me raconter. C'est comme si vous aviez le droit de lire un bout du roman. Et l'histoire se dévoile au fur et à mesure. Une sorte de petit livre dont vous êtes le héros, dans lequel vous avancez au fur et à mesure de vos hauts faits à l'intérieur du jeu. C'est Legacy of You. C'est pour les amateurs de jeux solo, c'est quand même assez attendu, particulièrement par tous ceux qui ont surkiffé le Mur d'Adrien. Même si je vous dis, le jeu part pas exactement dans la même direction. Dans un sens, tant mieux. Il n'attend pas de vous exactement la même chose. D'être plus un optimisateur, dans l'autre, d'être plus un explorateur de tout le jeu. Voilà pour l'intention de ce que peut être la chose. Il paraît qu'on peut y jouer à deux, mais alors je vois pas comment et je vois pas l'intérêt. Mais bon, vous pouvez vous mettre à deux autour d'une table et prendre des décisions communes. Mais voilà, ça restera quand même un jeu qui est fait pour jouer en solo. Ça vaut 45 € comme tous les autres et la boîte est toujours bien remplie. Ça fait plaisir. Touk, 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 touk. Alors, tant qu'on en est à les trucs à jouer en solo, si vous allez traîner sur des sites américains, particulièrement un site qui s'appelle Board Game Geek, qui est le site de référence mondiale des jeux américains, il y a un jeu qui tape très très haut dans c'est le meilleur jeu solo du monde, mais il n'a jamais été fait en France. Et qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais trop su. Et un jour j'ai vu, oh, je l'ai trouvé en import, je le veux, dans une édition Ultimate. Voici Nemo's War. C'est la première fois qu'on en a au magasin de Nemo's War, alors qu'il était sorti en 2017. Comme c'est un jeu hyper plébiscité aux États-Unis, il y a eu plein d'extensions et c'est la version Ultimate de Nemo's War. Alors, oui, ça coûte un bras. Je crois que c'est de l'ordre de 150 €, quelque chose comme ça. C'est quelque chose. Par contre, cet après-midi, je passais l'après-midi à me dire, je vais aller fouiller un peu Nemo's War. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qui se passe? Et ça a l'air assez magique, cette petite chose-là. C'est du jeu dans lequel, c'est Jules Verne, quoi.
vous incarnez Captain Nemo, pas celui qui fait des bâtonnets, l'autre, et vous allez gérer un peu la vie de votre truc, de votre petit Nemo là. Évidemment, vous allez dans les profondeurs de l'océan, vous avez des actions du style je me déplace, je collecte des trésors, j'attaque les bateaux des cas sur lesquels je me retrouve, je déclenche des émeutes dans les îles dans lesquelles je me retrouve. Oui, c'est un jeu dans lequel on se dit c'est un peu anticapitaliste, pas anticapitaliste, mais tu vois, c'est un peu engagé comme jeu. Effectivement, il y a un côté, tu déclenches des émeutes, ou alors tu vas venir améliorer ton vaisseau. Par contre, à chaque tour, des navires vont redébarquer sur le jeu et vont tenter de poutrer la gueule. Là où c'est assez rigolo, c'est que c'est un jeu dans lequel, grosso modo, vos actions sont drivées par des dés. Combien d'actions vous allez faire à votre tour? Vous jetez 2 dés. Vous avez fait, je sais pas, 5 et 3. Le nombre d'actions, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Vous en ferez que 2 des actions. Ah. Vous voulez attaquer un bateau, vous jetez des dés. Ça vous donne une sorte de force à obtenir. Après, tout dans ce jeu, tout est sur à quel point j'arrive à moduler les dés ou pas. Tout dans votre vaisseau, dans les trésors que vous allez récupérer, dans les gens que vous allez affronter, vous permettront de donner des variations. Dire, en fait, si je décide de larguer des cargaisons, j'ai des plus 2, j'ai des moins 2, j'ai des modificateurs. Et tout est dans le chaos qui va m'arriver, à quel point j'arrive à le gérer, à faire des choses. Évidemment, les premières parties que vous allez jouer, où vous allez incarner un explorateur, vous allez partir, je plonge chercher des trésors et j'attaque des bateaux. Mais très vite, en fait, les autres actions qui sont dans le jeu, au fur et à mesure des scénarios, c'est là que vous allez vous dire, attends, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je parte là-dedans. Vous êtes sur une contrainte de, il faut que je maîtrise le hasard. Les parties, c'est quand même, mine de rien, 2 heures. Et ça monte en puissance au fur et à mesure. Tous les gens que j'ai vus en parler te racontent tous, dire, en fait, tu te fais happer par le truc, c'est magnifique. Allez voir des photos, des illustrations, c'est Yann O'Toole qui fait ça, qui est un des plus grands illustrateurs de jeux, qui à chaque fois n'a pas forcément un seul style graphique, mais dans tout ce qu'il touche, c'est pas une intelligence artificielle. Il va s'acharner et il va faire des choses fortement et assez bonnes. Si vous voulez, alors, il y a un mode où, comme toujours, vous pouvez jouer à plusieurs, en coopératif. Là, pour le coup, les gens sont assez unanimes. Ne faites pas ça. A priori, le mode solo est vraiment excellent pour ça. Si vous voulez un truc dans lequel vous plongez des aventures à la Jules Verne, vous partez dans des aventures, vous avez des dilemmes permanents de est-ce que je fais ça, est-ce que je module le dé, est-ce que j'accepte qu'il m'arrive cette chose-là, qu'est-ce que je ferai le tour d'après? C'est 2 heures dans lesquelles vous foncez dans le truc et vous en décrochez pas. A priori, tous les retours vont dans ce sens-là. Allez fouiller un peu sur le net, on en a quelques boîtes. Vous savez, c'est le genre de boîte, c'est un peu comme chez les sommeliers, quoi. Cette boîte-là, on va la voir, on va la mettre tout en haut des meubles, comme ces boîtes trop chères dans les magasins ou les bouteilles que personne n'ose toucher avec la couche de poussière dessus, parce que c'est quand même un truc assez particulier. C'est peut-être quelque chose que vous allez vouloir vous acheter, c'est peut-être sans doute quelque chose qu'on va vous offrir, surtout qu'il est en anglais et que chacune des cartes que vous allez piocher vous raconte un peu une petite histoire, l'histoire de Nemo. Il y a du texte dessus, ne vous attendez pas à quelque chose qui, comme Sink or Swim, qui soit très évidente au niveau de l'anglais. Mais pour qui a envie de se plonger dans un jeu solo un peu fabuleux, ça, c'est a priori quand même très recommandable. Tant qu'on est chanceux à commander des trucs en anglais, on a du Codenames en anglais. Et il vaut le même prix que le Codenames en français. Comme quoi, finalement, parfois, la vie est belle. Donc si vous venez, est-ce que vous avez des jeux en anglais, on pourra vous dire, ouais, on a Codenames en anglais. Ce qui marche plutôt pas mal. C'est en anglais. Ça sortira un jour en français, je ne sais pas quand. C'est Horizon of Spirit Island. Alors, Spirit Island, c'est un des meilleurs jeux coopératifs au monde. Tu as joué à Spirit Island? Oui. J'adore. C'est dur. C'est très très dur. Mais c'est vraiment très satisfaisant quand ouais. Très asymétrique, c'est un jeu dans lequel vous incarnez, c'est vraiment le jeu de l'écologie, quoi. Vous incarnez l'esprit du Nil, et à la différence de Catan, dans lequel, sur Catan, vous jouez les colons qui débarquent et qui s'installent sur l'île, là vous jouez l'île, et votre but c'est de dégager les colons, qui eux vont continuer à arriver. Ça serait génial qu'on arrive à faire un truc où il y a des gens qui jouent à Catan, et toi tu joues à ça à côté, et ton but c'est de leur casser la gueule sur ce qu'ils font en s'échangeant du bois et du blé. J'ai une idée, mais je ne la ferai jamais. Dans Spirit Island, qui est réputé comme un des meilleurs jeux coopératifs au monde, encore une fois sur Board Game Geek, il est très souvent dans le top 10 de tout ce qu'on veut, des meilleurs jeux au monde. Mais, c'est roboratif, Spirit Island, faut y aller, et c'est pas forcément facile à prendre en main. Et puis c'est 90 €. Ah, donc, Horizon of Spirit Island, pour une quarantaine d'euros, vous avez un Spirit Island Light. L'expérience de jeu va être faite pour être jouée à 2 ou à 3, ou en solo. C'est la semaine des jeux qui jouent en solo. Sur une petite île, recto verso, une île pour 2, une île pour 3. Là où dans Spirit Island, il y avait des tas de bouts à agencer, vous retrouvez les esprits de Spirit Island, qui ont chacun des decks de cartes particuliers, des pouvoirs particuliers à débloquer au fur et à mesure de la partie, parce que c'est un jeu dans lequel vous allez jouer des cartes afin de dégommer les colons, leurs îles, et faire en sorte de pouvoir les buter. Mais ce sont des esprits assez faciles à jouer. Plutôt facile à prendre en main, dans lequel leur intention de dire moi je gagne en faisant de la peur, moi je gagne à faire ça, est assez
comment dire, assez facile à prendre en main, assez facile à percevoir. Là où dans Spirit Island, des fois, on ne sait pas trop où va son perso et qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Donc on est sur une version d'introduction à Spirit Island. Encore une fois en anglais, avec, à la différence de Nemo's War, où là vraiment c'est très littéraire, un petit texte de jeu qui, somme toute, est assez facile à prendre en main. Mais si vous dites, vas-y, Spirit Island, un peu comme Gloomhaven et les Mâchoires du Lion, Jaws of the Lion, bah t'as Spirit Island et Horizon of Spirit Island. Tu veux dire, vas-y, je veux me frotter à si vous avez surkiffé Ion Sand, vous aimez les deck building, les trucs coopératifs, trucs asymétriques, bah vous pouvez aller vous frotter à Spirit Island. Franchement, ça tient grave la route. Et vous avez une version qui un jour arrivera en français, je sais vraiment pas quand. Intrafin, des fois, publie leur liste de qu'est-ce qu'ils vont localiser à quelle période. Si vous savez que vous êtes dans les commentaires, vous pouvez nous le dire. Et dans la liste des choses qui sont pas trouvables en français, que j'ai jamais vu arriver, du coup je me suis dit, bah tant pis, je vais le prendre en anglais. Et puis, c'est pas très grave niveau texte, c'est ceci. C'est la Terra Mystica Big Box. Bon, encore une fois, ça coûte un SMIC, mais vous avez Terra Mystica. Et vous avez toutes les extensions de Terra Mystica, y compris celles qui n'ont pas été publiées en France, y compris les automates pour pouvoir jouer en solo, les modes solo. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, on parle souvent de Projet Gaia aussi, qui sont les deux jeux un peu cousins, qui est la version spatiale de Terra Mystica. Projet Gaia, un jeu dans lequel vous allez tenter de vous étendre partout sur le monde et de un peu terraformer, mais ça, avec une gestion un peu d'un mana et de bâtiments qui déclenchent des coups spéciaux quand vous les construisez. Mais là encore, bah, c'est 10 peuples différents. Et chacun des peuples est très asymétrique, il a des façons de jouer très différentes des autres, un peu comme ce que vous avez découvert avec Root, avec Twisted Fables, avec tout ce genre de jeu-là, un peu particulier. C'est un des très grands jeux de gestion, donc vous avez l'extension de glace et de feu à l'intérieur, et il y a l'autre dont je ne connais pas le nom, parce que du coup on l'a jamais eu en français, Merchants of the Sea. Ben, elle est dedans, et vu que je ne sais pas du tout si Super Meeple compte le faire en France un jour. Encore une fois, si vous avez l'info, vous pouvez nous le dire, mais je ne l'ai pas vu passer dans les prévisions de Météo France et de Super Meeple. Mais voilà, c'est Feuerland, c'est un très grand jeu, du coup, on l'a en anglais. Il reste une chose, Etherfield, la campagne de la sorcière funéraire, qui est une nouvelle campagne pour Etherfield avec un paquet de cartes et une grosse figurine. Il y a un côté un peu Diablo dans celle-ci, avec une ambiance un peu sorcière vaudou. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Il y a une promo en ce moment, il y en a partout, il y a tout le temps des promos. Pourquoi vous vous embêteriez à acheter des jeux au prix neuf alors que tout est tout le temps en promo? Bon, c'est souvent quand même... j'allais dire, c'est souvent les jeux qui sont moins bons qui sont en promo. Mais c'est abusé. Il y a Subterra et Alice is Missing, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Regardez, alors, si vous achetez 3 jeux, vous ne payez pas le moins cher des 3. Alors pour peu que vous ayez acheté Cryptid, Subterra, Alice is Missing, le moins cher des 3, c'est Alice is Missing. Et vous avez Alice is Missing gratuit. Donc vous avez un des meilleurs jeux de l'an dernier. Attends, tu rigoles, il y a plein de trucs bien là. Mais oui, c'est ce que je te dis. Le jour sur Twitter, il y avait le professeur qui disait « Ouais, tout finit en solde, c'est plus la chaîne d'acheter les jeux neufs, machin. » Et moi je dis « Bah oui, c'est souvent les trucs dispensables qui sont en solde. » Bah même pas. En solde, oui, là c'est juste une promo. Là, c'est juste une promo, on est d'accord. Mais là-dedans, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas trop kiffé? Flamecraft, voilà. Ouais, il y a plein de gens qui aiment. Moi j'ai pas joué, mais je sais qu'il y a plein de gens qui aiment. Oui, il y a trop de gens qui aiment. Mais voilà, tous ces jeux-là. Moi, The Hunger, ça m'avait été poussé un peu au-dessus. Ah oui, non, The Hunger, oui, c'est vrai, pardon. Mais, après, il y a plein de gens qui aiment aussi. Donc. Mais après, il y a plein de trucs très bien. DM Express, c'était pas fou. Canopée, ça marche trop bien. Il y a Bestiole en Garde, le premier du nom, alors que la deuxième qui vient de sortir. Il y a Sandwich. Il y a Sandwich, c'est trop bien, Sandwich. Il y a 10. 10, ça, c'est très chouette. Bien, ouais. Si vous voulez vous dire, vas-y, on veut jouer un truc, du petit jeu de cartes à la Trio Skijo et des cartes et des couleurs, mais cette fois-ci qui va s'adresser un peu à des joueurs et qui gagne en éclat, en profondeur au fur et à mesure des parties, ben ça c'est top. Donc cette promo, elle est valable au magasin. Venez nous voir au 30 rue des Lois, on est là tout l'été, sauf le 15 août, on ferme pour le 15 août, mais sinon on est là tout le temps, y compris le lundi. Et c'est valable en plus sur le site internet. J'espère en disant ça que on a eu le temps de coder le truc. Si ça marche pas, envoyez-nous un petit AP sur Instagram ou quoi, on le recodera dans la journée pour que ça soit fonctionnel. Ben, je vous ai dit plein de trucs. Sur des jeux solo, sur des énormes boîtes. J'ai l'impression d'avoir loupé des informations. Comme chaque semaine, quand je vous présente des trucs, j'ai l'impression de louper des infos. Bon, quand même, l'île des trains, petit jeu, 20 balles, les bâtisseurs du train. Et la Granja me semble être les trucs qui pour moi, ce sera très subjectif, me semblent dépasser du lot. Et moi, j'attends votre avis sur les Akabox. Et surtout, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain C'est Dispo. Et le lendemain, le 28 juillet, pour Pourquoi c'est culte, les charlatans de Belcastel,
l'inauguration du format joueur du grenier, vulgarisons-le comme ça, sur du jeu de société. À bientôt pour de nouvelles aventures. On se voit aujourd'hui au magasin, ou demain, ou plus tard. Passez nous voir cet été. Il fait 25 degrés. On a mis la clim, mais elle n'est pas... Vous n'attrapez pas la grippe en venant au passe-temps. Vous attraperez des boîtes de jeux. Et c'est déjà plutôt pas mal. La semaine prochaine, dans ces dispos, je pense qu'il devrait y avoir Earthbound Rangers, j'espère. Je pense qu'il devrait y avoir... je fouille dans ma liste des jeux qui devraient bientôt arriver. Mosaïque peut-être? Non, ça sort pas déjà, Mosaïque. Des choses. Bon, il devrait y avoir des trucs la semaine prochaine. Mais Earthbound Rangers, j'attends. Mais peut-être Terra Nova? Je suis pas sûr, pas encore. Bon, bref, il y aura des nouvelles choses. Comme tous les jeudis, pour vous les vendredis, dans ces dispos. Abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bisous. Un colis pour Simon du passe-temps?